aucune de ces deux missions n'a encore été validée. Nous devrons donc encore patienter avant de découvrir si une forme de vie est présente sur ce fascinant petit satellite de Saturne. La prochaine étape de notre voyage à la recherche de la vie est aussi un satellite, mais celui-ci est en orbite autour de Jupiter. 6 fois plus gros qu'Encelade et légèrement plus petit que notre Lune, Europe compte parmi les 4 satellites les plus volumineux de Jupiter. Il fait à sa surface une température glaciale de moins 160 degrés. Presque toutes nos informations sur Europe ont été obtenues grâce à une mission non habitée de la NASA, Galileo, dont la sonde est passée 12 fois à proximité du satellite. Voici les premières images d'Europe prises par Galileo. Le satellite est recouvert d'une couche de glace très lisse. Aucun autre objet ne possède une surface aussi uniforme dans tout le système solaire. La surface d'Europe est unique dans notre système solaire. Elle présente très peu de cratères, un élément qui nous indique que sa surface se renouvelle régulièrement. Certaines zones de sa surface sont constituées de blocs de glace distincts mais qui semblent s'imbriquer. Ces icebergs ont pu être déplacés par de la glace fondue ou de l'eau présente au-dessous. Ces fissures se prolongent sans doute jusqu'au plancher océanique. L'eau pourrait donc être soumise à un processus de percolation. Ce paysage si particulier est comparable à celui d'une banquise terrestre. Les observations de Galiléo ont permis d'aboutir à notre représentation actuelle d'Europe, un astre possédant un océan liquide sous sa surface. En 1996, la sonde Galileo a détecté la présence d'un champ magnétique à la surface d'Europe. Cela indique une certaine conduction électrique, susceptible de provenir d'un océan salé d'une centaine de kilomètres de profondeur. Les études, observations et relevés divers, effectués au cours des dernières décennies, tendent tous à accréditer l'idée qu'il y a bel et bien un océan sous la glace présente en surface. Il y a donc sur Europe le premier ingrédient indispensable à la vie, de l'eau à l'état liquide. Mais comment cette eau peut-elle rester liquide alors qu'il fait moins 160 degrés en surface? Une mystérieuse source de chaleur interne doit être responsable de la fonte de la calotte de glace. La clé de l'énigme se trouve du côté de Jupiter. Il est possible que la friction générée par l'orbite excentrique d'Europe autour de Jupiter entraîne un échauffement de la glace. La glace qui se trouve à la surface d'Europe se craquelle continuellement. Ce n'est pas une enveloppe hermétiquement fermée. Et ces fissures mettent en lumière la tension gravitationnelle générée par la rotation d'Europe autour de Jupiter. On peut imaginer que toutes ces frictions produisent une grande quantité d'énergie, et donc de chaleur. Et nous avons de sérieuses raisons de penser que ce processus est responsable d'un réchauffement de l'eau, qui suppose du même coup l'existence de phénomènes hydrothermaux. Des volcans présents au plus profond de l'océan du satellite pourraient déboucher sur des cheminées hydrothermales qui fourniraient l'énergie nécessaire pour maintenir de l'eau à l'état liquide. Deux des conditions nécessaires à la vie seraient donc réunies. Un liquide, en l'occurrence de l'eau, et une source d'énergie, cette chaleur interne. La présence de composés organiques sur Europe ferait grimper en flèche les probabilités de voir de la vie y apparaître. La sonde Galileo a révélé que la glace du satellite contenait du dioxyde de carbone. Soumis aux intenses radiations en provenance de Jupiter, ce dioxyde de carbone peut produire des molécules organiques simples, telles que le formaldéhyde, une étape supplémentaire vers l'apparition de la vie. Le système de marée observé sur Europe pourrait également favoriser le brassage dans l'océan des matériaux nécessaires à la vie. Mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. En 2013, la NASA fait part d'une surprenante découverte effectuée sur la croûte de glace d'Europe. Une substance apparentée à l'argile y a été détectée, et plus précisément, des phyllosilicates.
Dans le mot phyllosilicate, on retrouve phyllo, qui signifie feuille, et silicate, qui est une manière savante de désigner les argiles, cette famille de minéraux qui se forment dans de grandes quantités d'eau. D'après certaines théories, ces argiles faisaient partie des premiers minéraux présents durant les premiers stades de la vie sur Terre. Certaines hypothèses avancent que la présence de ces minéraux résulterait d'une collision avec un astéroïde ou une comète. La présence sur Europe d'eau à l'état liquide, d'une source d'énergie et des indispensables briques du vivant ouvre la possibilité que de la vie soit présente en des lieux improbables. À 3500 mètres sous les glaces de l'Arctique, des cheminées hydrothermales rejettent de l'eau hautement toxique à très haute température et dans l'obscurité la plus complète. Les scientifiques pensent que de telles cheminées pourraient être présentes sur le plancher océanique du satellite Europe. On a récemment découvert que plusieurs kilomètres carrés du plancher océanique de l'Arctique étaient couverts d'organismes extrémophiles vivants agglutinés autour de ces cheminées. La présence de vie en un tel endroit renforce la probabilité qu'il y en ait sur Europe. Europe représente très certainement notre meilleure chance de découvrir un organisme vivant ailleurs que sur Terre. La principale difficulté reste de prouver que la vie a bel et bien pu s'épanouir dans un environnement aussi étrange. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont prévu de lancer dans les années à venir 2 missions distinctes afin d'évaluer si Europe peut abriter une forme de vie. En 2015, la NASA a donné son feu vert au lancement d'une nouvelle mission vers Europe, dans le but d'étudier son environnement et plus particulièrement son habitabilité. Le projet Europa Clipper de la NASA prévoit le lancement d'une sonde spatiale de plus de 3 tonnes en 2021. Très autonome et résistante aux radiations, elle sera capable d'effectuer des survols répétés d'Europe à basse altitude. Nous regarderons aussi ce qui se passe sous la surface, pour en savoir plus sur la structure de la banquise et de l'océan qui se trouve au-dessous. Nous utiliserons des radars, des détecteurs de champs magnétiques et d'autres instruments de mesure. En parallèle, l'Agence spatiale européenne développe son propre programme, la mission Jupiter Icy Moon Explorer, dite mission JUICE. Prévue au lancement en 2022, elle devrait atteindre Jupiter en 2030. La sonde JUICE passera 3 ans au moins à effectuer des observations détaillées d'Europe, mais aussi de la géante gazeuse Jupiter et de 2 de ses plus gros satellites, Ganymède et Callisto. Nous devrons encore patienter une quinzaine d'années avant de savoir avec certitude s'il y a ou non de la vie sur Europe. Parmi les quelques 160 objets célestes que compte le système solaire, Mars est la planète sur laquelle les astrobiologistes se sont penchés avec la plus grande attention. De nombreux indices laissent à penser qu'à un stade très primitif de son histoire, Mars était recouverte de vastes étendues d'eau, avait une atmosphère dense et abritait une grande variété de molécules organiques. Elle présentait en quelque sorte des caractéristiques très proches de celles de la Terre. J'ai coutume de dire que pour comparer Mars à la Terre, on peut se contenter d'utiliser des mots qui nous sont familiers. Mars possède elle aussi des montagnes, des canyons, des calottes glaciaires, des dunes. Des indices montrent que Mars était autrefois bien plus chaude et humide qu'aujourd'hui. Ses lits de rivières asséchés, ses vastes canyons balayés par des inondations dantesques, ou encore ces vallées creusées par des fleuves tumultueux. Sans parler de ces calottes polaires ou de ces volcans. On a aussi décelé sur Mars des minéraux qui se forment uniquement en présence d'eau. De nombreux éléments attestent la présence d'eau à l'état liquide à un stade primitif de l'histoire de Mars il y a 4 milliards d'années environ, et peut-être aussi d'eau résiduelle à une époque plus récente.
Mais tout indique que ces masses d'eau ont disparu de la surface de Mars il y a plusieurs milliards d'années, lorsque Mars s'est refroidi et a perdu son atmosphère. Y a-t-il jamais eu de la vie sur la planète rouge? On avait un morceau de sol martien dans notre laboratoire et il s'y trouve encore aujourd'hui. Il s'agit de l'échantillon Allan Hills 84001, un rocher qui a été arraché à la surface de Mars il y a des millions d'années à la suite d'un impact. Cette roche a dérivé dans l'espace avant de venir s'écraser sur Terre dans la calotte glaciaire de l'Antarctique. En 1984, alors qu'on profitait du dégel printanier pour faire nos relevés d'échantillons, des roches noires ont été retrouvées dans les eaux de fonte. C'est en analysant les gaz contenus à l'intérieur qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à du sol martien. On en a étudié des fragments à l'échelle microscopique, ce qui a donné lieu à une controverse scientifique majeure. Certains d'entre nous affirmaient que des éléments présents dans cette roche ne pouvaient être produits que par une action biologique. Mais d'autres soutenaient au contraire qu'ils pouvaient être le fruit d'une action géologique. La recherche de vie sur Mars a débuté il y a plusieurs dizaines d'années. En 1975, le lancement des sondes Viking 1 et 2 marque la première tentative de recherche de vie microbienne sur la planète rouge. 2 décennies plus tard, en 1997, le programme Mars Pathfinder marque une nouvelle étape dans cette aventure. Cette mission révèle notamment l'abondance dans la roche martienne de silicium, de fer, de magnésium, d'aluminium, mais aussi de soufre, de calcium et de titane. En 2008, la sonde Phoenix explore le pôle nord de Mars, couverte d'immenses réserves d'eau. Mais peut-il y avoir de la vie au sein même de cette glace enfouie? Nous savons désormais que des organismes extrémophiles sont capables de vivre dans des milieux semblables, tels que les vallées sèches de McMurdo en Antarctique. À l'heure actuelle, l'environnement martien est très sec et très froid. En ce sens, on peut le comparer à celui de certaines régions de l'Antarctique d'aujourd'hui. Mars s'apparente à un désert où il règne un froid intense. Si on y ouvrait un récipient contenant de l'eau, elle s'évaporerait très rapidement à cause de la sécheresse extrême de l'atmosphère. Comme sur Mars, on a retrouvé en Antarctique de la glace enfouie sous une couche de sol sec. À l'endroit où le sol était en contact avec la glace, se trouvait une fine couche d'eau liquide, dans laquelle des organismes extrémophiles se développaient pendant une période très courte. Durant la majeure partie de l'année, ces micro-organismes sont gelés. Ils ne sortent de leur inactivité qu'au cours des quelques semaines les plus chaudes de l'été. Le même phénomène serait possible sur Mars. Des microbes vivent peut-être encore aujourd'hui quelque part dans le sous-sol martien, à la faveur d'une fine couche d'eau résiduelle ou d'une véritable poche d'eau liquide. Plus on descend dans le sol, plus il y a de chances qu'il y ait de l'eau liquide. Durant l'été martien, la température peut atteindre 20 degrés à l'équateur. De la glace enfouie pourrait alors fondre et permettre des conditions similaires à celles observées dans les vallées sèches de l'Antarctique. Les microbes qui se trouveraient éventuellement sur Mars sont sans doute protégés par une enveloppe de roche, si l'on se réfère aux microbes qui ont été découverts sur des sites analogues sur Terre. Ce genre de microbes vivant sous Terre pourrait parvenir à se développer aussi sur Mars. Il faudra attendre une future mission pour savoir si cette hypothèse est exacte. Mais il existe une autre raison valable de penser que de l'eau liquide est présente dans le sous-sol martien. Les volcans gigantesques qui se dressent à la surface de Mars, tels l'Olympus Mons, pourraient contribuer par leur chaleur à maintenir de l'eau à l'état liquide. Cela signifierait que des cheminées hydrothermales, semblables à celles en activité sur Terre, pourraient exister aussi sur Mars. Et si des extrémophiles vivent autour des cheminées hydrothermales terrestres, des organismes similaires sont peut-être présents sur la planète rouge. La découverte d'eau liquide à la surface de Mars
changerait radicalement la donne. En septembre 2015, la mission Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA nous rapproche de cette éventualité. La sonde orbitale apporte la preuve la plus convaincante à ce jour que de temps à autre, de l'eau à l'état liquide s'écoule actuellement sur Mars. Ce n'est pas une eau pure et transparente. Elle est très trouble et très salée. C'est pour cette raison qu'elle ne s'évapore pas tout de suite à la surface de Mars, malgré la pression atmosphérique très faible qui y règne. De mystérieuses traînées sont observées sur certains reliefs de la planète rouge. Grâce à un spectromètre imageur, des chercheurs y détectent la signature chimique de minéraux hydratés. Ces traînées semblent s'écouler le long des pentes montagneuses les plus raides durant les saisons chaudes, puis s'estompent durant les saisons froides. Cette découverte prouve enfin que de l'eau liquide est bel et bien présente de nos jours à la surface de Mars. Peut-être que dans ces écoulements éphémères d'eau liquide, des organismes microbiens sont parvenus à survivre. Il faudra attendre de futurs véhicules d'exploration martienne pour que ces hypothèses puissent être confirmées. L'état de nos connaissances sur Mars promet d'être bouleversé par les prochaines missions de la NASA et de l'Agence spatiale européenne menées dans le cadre du programme d'exploration martienne. Plus on explore Mars, plus nos découvertes nous incitent à penser qu'à une époque très ancienne, les conditions s'y sont trouvées réunies pour que la vie y apparaisse. Une fois ce constat fait, d'autres questions se posent. La vie est-elle apparue sur Mars? Si oui, à quel endroit? Et après si longtemps, quelles traces peut-il en rester? Le but ultime des missions martiennes est de préparer le terrain pour une exploration humaine de la planète rouge, ce qui représenterait un tournant majeur de notre histoire. La première étape de cet ambitieux programme d'exploration est le projet ExoMars, développé par l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, son homologue russe. La NASA a dû abandonner sa participation du fait de ses difficultés financières. Le premier objectif scientifique de la mission est de rechercher sur Mars d'éventuelles traces laissées par une vie présente ou passée. Le programme ExoMars comprend le lancer de 2 sondes successives. La première mission, ExoMars 2016, est constituée de 2 engins, dont la sonde Trace Gas Orbiter, ou TGO, conçue pour être placée en orbite autour de Mars. Une opération menée avec succès en octobre 2016. Le but de cette sonde orbitale est d'étudier l'atmosphère martienne à la recherche de méthane et d'autres gaz qui pourraient être liés à des processus biologiques. Malheureusement, l'autre engin de la mission ExoMars, le module Schiaparelli, s'est écrasé à la surface de Mars. Mais une seconde mission devrait être lancée en 2020. Son véhicule d'exploration sera équipé d'une foreuse capable de creuser le sol martien jusqu'à 2 mètres sous la surface. Il prélèvera des échantillons à différentes profondeurs dans l'espoir de découvrir de l'eau liquide. Il est prévu que la foreuse ne creuse que dans les 2 premiers mètres de dépôt sédimentaire. C'est dans cette couche qu'il est le plus probable de trouver des traces de cellules viables. La NASA lancera son propre programme en 2020. Le véhicule d'exploration de Mars 2020 devra étudier divers types de roches et de sols pour mieux comprendre les conditions régnant autrefois sur Mars et rechercher des traces anciennes de vie microbienne. L'une de ces tâches consistera à suivre l'évolution de la météo et le comportement de la poussière dans l'atmosphère martienne. Il devra aussi tester la possibilité de générer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone ambiant dans l'optique d'une future exploration habitée. La situation a radicalement évolué depuis 1965, grâce aux progrès extraordinaires de la technologie qui nous ont permis d'envoyer des sondes toujours plus sophistiquées explorer les astres voisins de notre système solaire. Les 3 facteurs essentiels. Nous savons déjà que le reste de l'univers abrite une profusion de planètes extraordinaires.
Il existe ainsi une planète constituée en grande partie de diamants. Il s'agit de carbone qui, soumis à des pressions extrêmement fortes, s'est compacté jusqu'à former du diamant. La valeur estimée du minerai que contient cet astre est d'environ 26 quintillions d'euros, une somme équivalente au chiffre 26, suivi de 30 zéros. La valeur de la planète de diamant représente ainsi 384 quadrillions de fois celle du produit intérieur brut cumulé de tous les pays du monde. Cette curieuse planète s'appelle 55 Cancri E. Située à 40 années-lumière de la Terre, elle est pourtant visible à l'œil nu, dans la constellation du Cancer. Son diamètre fait le double de celui de la Terre et sa masse est 8 fois supérieure. Bien plus loin de nous, à environ 750 années-lumière du système solaire, une planète encore plus étrange a été localisée dans la constellation du Dragon. Une planète noire. TRES-2b est la planète la plus sombre de tout l'univers connu. Elle ne renvoie qu'1% de la lumière qui l'atteint. Les scientifiques ne savent pas précisément ce qui explique ce phénomène. Sans doute est-ce lié à la présence dans son atmosphère d'éléments chimiques qui absorbent les rayons lumineux. Si nous pouvions la contempler de près, elle nous apparaîtrait comme une boule de gaz presque entièrement noire, tout juste empreinte d'un faible rougeoiement. La surface de cette planète a en effet une température moyenne de 1100 degrés. Cette planète noire est une sorte de gigantesque charbon ardent, ce qui en fait un astre aussi extraordinaire que peu propice à abriter la vie. Parmi les planètes les plus